Apprendre à défendre la vie de Deborah Malherba. Nous sommes en 2040. Nous sommes en guerre. Les néerlandophones ont envahi la Belgique francophone, après 15 ans sans gouvernement. Les francophones sont soit morts, soit exilés, soit tentent de se faire passer pour des néerlandophones afin de survivre. On parle deux langues dans le pays, le néerlandais et l'anglais. Prologue. Mais voilà la fin de ma vie. Le changement s'opère. Tout s'effrite pour devenir propre à nouveau. En oubliant chaque particule intérieure et extérieure, je ne serai bientôt plus celle que je suis. La seule mémoire qu'il restera sera constituée de répétitions d'événements, sous d'autres formes. Le temps jongle. Tout jongle dans ma tête. Je reviens, je rencontre des gens disparus. Je grandis, je rapétisse, je répète des mots, notamment des mots que j'aurais voulu dire plus tôt. Celle que je suis. Ce que je suis aujourd'hui. Je suis des pensées. Je suis des souvenirs. Je suis l'aventure et je ne suis rien d'autre que moi-même. Je suis tout ce qui ne se touche pas. Je suis ce qui se voit à l'intérieur de soi. Je virevolte. Chapitre 1. Je joue au piano, un immense piano noir. Dans ce grand salon, je sens quelqu'un arriver. Il me détourne de mes pensées, de mes larmes qui goûtent sur les touches. Je fais en sorte qu'il ne voit rien. J'essaie de retrouver un visage neutre. C'est quelqu'un de familier. Mais je ne me retourne pas. Sa main se pose sur mon épaule. Je dois être en train de rêver, parce qu'il n'y a pas dans ma famille de gestes d'affection, encore moins de compassion. Du coup, je suis étonnée. Je garde sur mon épaule une sensation de chaleur, une chaleur d'amour qui semble dire « je suis là ». Il est pourtant parti, depuis 1 an déjà. Cet homme, mon grand-père, il est venu de l'autre monde. Étant tellement dans le sien, je me perds dans la frontière. Ciel et terre. Je ressens sa présence, son énergie apaisante. Quand la vie se compliquait, lorsque j'étais enfant, son sourire et ses blagues apaisaient mon cœur. Quand je le ressens, c'est souvent comme s'il me prévenait. Quelque chose se prépare. Et je ne sais pas encore ce que c'est. C'est ce qu'il m'a légué, cette sensation de relativiser même dans le pire, surtout dans le pire. Le piano, j'y pianote, mais jouer est un grand mot. Je peux faire beaucoup de choses, mais jamais à fond. Il y a toujours un défaut de fonctionnement du 100% chez moi. Dehors, au loin, c'est la guerre. Mais chez moi, je n'entends que l'aboiement de mes 4 adorables chiens et le miaulement de mes 2 chats. Je m'appelle Lila et j'ai 24 ans. Bien que je rêve d'un monde où le physique et l'apparence ne comptent pas, j'ai un corps sur cette terre. Celui-ci se compose d'une peau très blanche, de yeux verts entourés de cernes, un peu comme la terre entourée par les hommes. Une grande tache noire. Je ne suis pas très grande, ni très petite, 1,60 m. Et si nous y étions encore dans un pays de surconsommation, je serais probablement obèse. En ce moment même, à l'époque où je vis, mon corps est mince. J'ai de longs cheveux, ni bouclés ni raides. Ils sont ondulés, fourchus, couleur brun au beurre. Chapitre 2. Dans les prairies de Djadek, je rêve et imagine de belles et de moins belles histoires. Mais peu importe, elles finissent toujours bien. Djadek est le nom que j'ai donné à mon grand-père. Je vis dans sa maison à Hublinbu, près de l'Auverval, dont mes parents ont hérité.
Elle est à l'écart de la ville de Charleroi et entourée de verdure. Djedek est un lien solide que je garde profondément, même à travers sa mort. Quelque chose de tiède coule sur mon pied. Cela me sort de ma rêverie. Du sang. Je lève les yeux, et un homme se tient devant moi, un lapin mort à la main. Il vient de le tuer. Ce lapin que mon grand-père aimait tant voir gambader, le rongeur a mangé un peu de son potager, se justifie-t-il. En un coup de broche, il l'a tué. Sa petite vie en liberté était je ne sais dans quelle prairie en particulier, mais sa fourrure ensanglantée est maintenant juste devant moi. Dans mon ventre, des sensations de colère et de tristesse vont et viennent. Je serre les poings. Pourquoi les hommes ne cessent de prendre des vies? N'y a-t-il pas assez d'hommes en ce moment qui se tuent avec colère et sans aucune bonne raison? Car il n'existe aucune raison valable pour prendre la vie. Faut-il encore tuer des animaux uniquement parce qu'on s'est levé énervé? Je fixe ce voisin comme si j'allais entrer dans sa tête. La haine est tellement forte que j'ai l'impression d'avoir à travers moi tous les morceaux de l'enfer. Mais je ne peux pas réagir. D'une certaine façon, on est dans le même bateau, le même mensonge. On se cache. Quelque part, il y a une peuplée de gens qui ressentent la même chose que moi. Un idéal où les gens s'aiment, mais je ne les ai pas encore trouvés. En même temps, je ne les cherche pas. L'action n'est pas innée chez moi. Je préfère penser qu'eux me trouveront peut-être. Mes émotions enflammées se sont calmées. Me voilà revenue à l'instant présent. Il me faut enterrer le lapin. J'efface la casse-douleur lapin de ma mémoire et la remplace par un lapin parti avec ses amis. J'ai appris à remplacer parce que, en ne remplaçant pas, je me tordais de douleur. La terre est si dure, mais il me faut creuser ce trou. Si la terre est si dure à creuser, c'est parce qu'elle en a marre, elle aussi, de se nourrir de cadavres que l'être humain lui offre. Le lapin est désormais couvert de terre, il n'y a plus de traces de lui. D'autres vies se nourriront de son corps, et moi, je garderai son souvenir dans mon cœur. L'endroit où je vis est entouré de verdure, de prairies et de bois. J'aime vivre ici, dans l'illusion d'être protégée par la nature. Chapitre 3. Après cet épisode lapin, je me balade dans les bois, pour me souvenir et ressentir de la douceur, pour être envahi de présence et écrire des poèmes. Je commence à courir pour essayer d'accélérer le temps, et voilà que je trébuche et dévale un sentier couvert de feuilles. Je me relève et vérifie que je n'ai rien de cassé. Mais je me sens bizarre, comme si j'étais observée. Après avoir marché quelques mètres, j'aperçois un homme caché derrière une espèce de grotte-arbre, probablement fabriquée par ses soins. J'ai du mal à identifier comment je me sens. Mon cerveau m'envoie des signes de peur intense et me dit de fuir, mais d'un autre côté, je me sens aussi apaisée. Est-ce que c'est ça qu'on ressent juste avant de mourir? Un truc apaisant qui rendrait la chose plus facile. « Salut, on t'a suivi ?» dit l'homme sorti de nulle part. Je réfléchis très vite. Si je lui dis non, a-t-il l'intention de me tuer? Même si je suis plus attirée par la mort que par la vie, ce n'est pas en étant torturée que je veux partir. Et si je lui dis oui, que va-t-il faire? Je décide de dévier la question et de répondre par une autre. « Qui êtes-vous » dis-je avec assurance. Je remarque alors que mon genou est blessé. Il saigne. Si je cours, et je cours plutôt vite en général, il me rattrapera sans difficulté. Il est grand et bien plus fort que moi. Il ne dit rien et s'approche en retirant de sa poche un chiffon qu'il me donne pour que j'essuie mon genou. « Merci, dis-je perturbée. »« Il va faire noir. Rentre te mettre à l'abri, dit-il en reculant. Tout s'apaise autour de moi. J'écoute mon ressenti et mes pensées, et je me sens en sécurité. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Oui, je vais rentrer. Mais avez-vous besoin d'aide? Mais qu'est-ce qu'il me prend? Barre-toi, Lila. Il se retourne et avance vers sa grotte. Non. Au revoir. Attendez. Et voilà que je cours vers lui. Mon cœur bat de plus en plus vite. Il se tourne vers moi. Ta question est bizarre. C'est plutôt toi qui vas avoir besoin d'aide si tu tardes trop à rentrer. Oui, j'ai besoin de votre aide. Par où dois-je aller? Ce que je viens de dévaler en quelques secondes va me prendre 1 heure à escalader. Connaissez-vous un autre chemin pour remonter? Il ne dit rien et me tend quelque chose. Prends cette boussole et suis le nord. Ça ne servira à rien, dis-je en rigolant. Je n'y comprends rien. On a déjà tenté de m'expliquer, mais pour moi c'est juste une montre illisible. Ce truc vient du monde des elfes. Silencieux de nouveau, il me prend des mains mon carnet de poèmes et gribouille dessus. D'habitude, je ne laisse personne toucher à ce carnet. Mais je ne veux pas le froisser, alors je me tais. Tiens, voilà, ça fera l'affaire. Je jette un coup d'œil et je vois qu'il a dessiné un plan. Il se positionne à côté de moi et parle lentement. Regarde, tu continues tout droit, et à un moment donné, tu vas tomber sur un très grand marronnier. Là, tu tournes à gauche et tu devrais retrouver ton chemin. Ça te prendra du temps aussi, mais au moins c'est plat. Tu n'auras pas à escalader. Ne traîne pas, dit-il en s'éloignant de nouveau. Bon, je vais faire avec, merci. Il est effectivement temps que je parte et retrouve ma maison. Je prends mes affaires. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien, dis-je, avant qu'il ne soit trop loin pour m'entendre. Je sais, répond-il sans se retourner. Je tournai les talons à mon tour, et je m'en vais.